Bonjour, ici Gauvin Robidoux. Bienvenue à l'émission Sur le plateau. On discute aujourd'hui du nouvel accord de l'ALENA avec Samuel Bédard sous l'angle des producteurs de fromage, Alice Proulx sous l'angle des producteurs de lait. On discute aussi du Conseil alimentaire canadien avec Anne-Frédérique Pelletier et aussi de l'ouverture d'un nouveau programme de couture au CFP de Jonquière. Mais d'abord, on discute aujourd'hui de légalisation du cannabis et de son impact sur le marché noir avec Frédéric Gagnon. Frédéric, le Saguenay-Lac-Saint-Jean fait partie des régions qui n'ont pas vu de succursale de la SQDC ouvrir. Est-ce qu'il y a eu un impact? Est-ce que ça a eu un changement sur les habitudes du consommateur? Bien, j'ai rencontré quelqu'un qui, je dois protéger son identité. On va le nommer Simon, non fictif, un vendeur du marché noir qui compte plus de 18 ans d'expérience dans le domaine. Et selon lui, absolument rien n'aurait changé depuis le 17 novembre dernier. Le marché noir s'était déjà adapté à la situation, donc il n'y a pas eu de changement à leur niveau dans le dernier mois. On sait aussi qu'on peut commander par Internet. Est-ce que les ventes par Internet ont eu un impact aussi sur le marché noir? Bien, ça fait déjà plusieurs années que la marijuana est disponible en ligne sur d'autres sites que la SQDC, des sites qui proviennent de la Colombie-Britannique. Et on peut trouver vraiment des prix très compétitifs du cannabis de toutes les gammes, autant produits pour fumer qu'ingérer. Donc, la SQDC ne resterait encore là qu'un simple compétiteur et n'apporterait aucun changement. On sait aussi que le gouvernement libéral annonçait des prix très compétitifs envers le marché noir dans le but de l'éradiquer. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que les prix du gouvernement sont réellement compétitifs? En fait, de ce que j'ai pu trouver sur des sites illégaux ou dans la rue, le gouvernement n'offre pas des prix très compétitifs. En fait, c'est même plus cher qu'ailleurs. En comparaison, on peut trouver du cannabis à 85 $ pour 15 grammes sur le site de la SQDC. Chez un compétiteur, on trouve la même quantité pour 30 $. Tandis que dans la rue, on a la même quantité pour 80 $, sauf qu'il n'y a pas de frais de livraison. Et à place d'avoir 5 jours ouvrables de délai lorsqu'on fait la commande, après l'appel, ça peut prendre environ 15 à 20 minutes pour recevoir la marijuana à la maison. Puis au niveau de la surveillance policière, est-ce que tu trouves, est-ce qu'ils sentent que les taux se resserrent? C'est certain que ça lui joue dans la tête là, que le gouvernement légalise ça pour enrayer le marché noir. Cette fois-ci, on parle du nouvel accord de libre-échange sur les producteurs de lait avec Alice Proulx. Alice Proulx, c'est quoi les impacts sur l'économie locale en ce qui concerne l'ouverture du marché laitier? Bien, il est certain que ça va être près de 800 millions de litres de lait qui ne sera plus produit par les producteurs laitiers canadiens. Ça, c'est l'équivalent d'environ la production annuelle de 1200 fermes laitières canadiennes. Donc, non seulement il va y avoir des répercussions sur l'économie locale, mais il va en avoir aussi sur le secteur de l'emploi parce que ça occupait 82 661 emplois en 2014. Est-ce qu'il y a d'autres genres d'impacts reliés à ce nouvel accord? Oui, certainement. Il va y avoir des impacts environnementaux parce que, comme la plupart du monde le savent, les normes environnementales des États-Unis sont beaucoup moins strictes que celles au Canada. Donc, ça va créer des injustices parce qu'on demande aux Québécois de ne pas polluer et de produire dans un cadre éthique, alors qu'aux États-Unis, c'est l'inverse. Donc, ils s'en permettent plus. Et comment, justement, le Canada il gère sa production de lait? Bien, pour éviter des déficits et des surplus, ils utilisent le processus de gestion de l'offre qui doit toujours être maintenu en équilibre. Donc, grâce à des mécanismes tels que d'empêcher par des tarifs que le lait d'autres pays entre au Canada, ils réussissent à le maintenir en équilibre. Mais dis-moi, c'est quoi les principales différences concernant le lait, donc la différence entre le lait canadien et le lait des États-Unis? Bien, le lait des États-Unis est vendu moins cher que celui du Canada, mais ils utilisent une hormone qui est l'hormone de la somatotrophine bovine, qui est une hormone pour stimuler la production laitière. Donc, cette hormone-là, elle n'est pas autorisée au Canada car elle est jugée dommageable pour la santé animale, donc selon des recommandations et des tests faits par Santé Canada. Donc, ils utilisent cette hormone-là. Donc, d'un côté, on a un lait qui respecte les normes de qualité et de bien-être animal, et d'un autre côté, on a un lait qui est vraiment du laisser-faire. Donc, la différence entre les deux va mettre en valeur le lait canadien. Le choix est simple. Est-ce qu'on peut prévoir d'autres impacts, rapidement? Bien, rapidement, c'est sûr qu'on n'a pas tous les détails, donc ça va être difficile de le prévoir, mais c'est ça. Donc, on n'a pas la version finale, mais par la suite, ça peut changer encore. C'est pour ça. Merci beaucoup, Alice. Merci, Gauvin. On retrouve maintenant Anne-Frédérique Pelletier qui va nous parler du Conseil alimentaire montréalais. Anne-Frédérique, c'est quoi le but de ce Conseil alimentaire? Le but du Conseil, c'est d'améliorer la qualité de vie des Montréalais et d'encourager le développement durable sur l'île de Montréal. Donc, on veut offrir une alimentation saine, durable et de proximité. Et pourquoi est-ce que ce système est si complexe? C'est un système très complexe car il passe par plusieurs étapes. On passe de la production à la distribution, à la transformation, à la consommation et au gaspillage ou au compostage pour les plus consciencieux.
Donc, tout cela implique beaucoup d'acteurs et ces acteurs-là viennent de différents secteurs. Ce qu'on voulait, là, c'est réunir tout le monde, les asseoir à une table pour qu'ils puissent réfléchir à des politiques pour une alimentation équitable, plus écologique et pour lutter contre l'insécurité alimentaire qui est très présente sur l'île de Montréal. Et cette insécurité alimentaire, est-ce qu'on peut la réduire? Comment on fait? Ce qu'il faut faire, en fait, c'est travailler en amont. On veut augmenter le revenu minimum et réduire le coût des logements qui est très élevé sur l'île de Montréal. Et est-ce qu'on peut régler des conséquences environnementales liées à notre alimentation? On sait qu'il y en a beaucoup. Il y en a énormément. Il faut prioriser le développement durable, c'est certain. Il faut acheter localement. Il faut cultiver dans les milieux urbains, une pratique qui est déjà assez répandue ces derniers temps. Il faut aussi réduire les pertes, par exemple, dans les épiceries et dans la restauration, deux endroits où il y a énormément de gaspillage. Et il faut réduire notre empreinte écologique qui a un impact sur la planète, sur la santé de la planète, mais aussi sur la santé humaine. Parfait. Et est-ce que tu peux nous parler des marchés solidaires? Oui, les marchés solidaires, ce sont des terres qui sont situées à l'ouest de l'île de Montréal. C'est des terres revalorisées dont la production s'en va aux familles un peu moins bien nanties. Donc, c'est une excellente solution, contrairement aux banques alimentaires ou aux cuisines collectives, deux pratiques qu'on voyait beaucoup. Mais ces deux pratiques-là ne font que mettre un pansement sur la réalité. Donc, c'est un très bon moyen, les marchés solidaires, de régler tous les problèmes. Bien, merci beaucoup, Anne-Frédérique, pour le temps que tu nous as accordé à répondre à mes questions. Merci à toi. Aujourd'hui, on reçoit maintenant Rosemane Gagnon qui va nous parler de l'ouverture du nouveau programme de couture au CFP de Jonquière. Rosemane, il s'agit de quoi comme programme? Qu'est-ce que c'est? Dans le fond, c'est un nouveau programme qui est ouvert cette année, que c'est pour former des opérateurs à machines à coudre industrielles. Puis pourquoi est-ce qu'on a mis sur pied ce programme? Dans le fond, c'est simple, c'est à cause que les entreprises, il n'y avait plus vraiment de main-d'œuvre. Donc, ils ont demandé au centre de services d'entreprise, de la commission scolaire de la Jonquière, que le CPF puisse former des opérateurs de machines à coudre pour eux. Puis la durée, l'objectif de ce programme-là, qu'est-ce que c'est? C'est environ 450 heures, donc 35 heures par semaine, pendant 12 semaines. Puis la formation, elle se passe moitié à l'école et moitié en entreprise. Puis l'objectif, vraiment, c'est vraiment de rendre les élèves à l'aise avec la machine à coudre. Et qu'est-ce que les élèves apprennent exactement dans les cours? Qu'est-ce qu'ils font? Ils apprennent surtout à être très à l'aise avec la machine et à fonctionner de manière autonome. Ils doivent être capables vraiment de tout faire qu'est-ce que leur entreprise leur demande. Puis c'est vraiment apprendre seulement genre des vêtements, des parties de vêtements, mais pas des vêtements au complet parce qu'on se rappelle que c'est des opérateurs et non... Est-ce qu'il y a des expériences requises pour suivre ce genre de formation? Non, il n'y a pas vraiment d'expérience requise parce que les gens qui s'inscrivent là-dedans, c'est vraiment du monde qui veulent retourner au marché du travail. Donc, tu n'as pas vraiment besoin d'expérience et il n'y a pas vraiment d'âge non plus requis. Et comment on fait pour avoir accès à ce genre de formation? En fait, les gens qui font partie de cette formation-là, ils ont été sélectionnés par les 4 entreprises qui ont eu un mandat avec le CFP de Jonquière. Puis vraiment, les entreprises, ils les ont passés en interview. Puis ils ont choisi des candidats. Donc, eux, ils ont pu faire la formation puis sont même payés en formation. Fait que c'est vraiment... Bien, merci beaucoup, Rosemane, pour avoir répondu à mes questions aujourd'hui. Merci. On reçoit maintenant Samuel Bédard qui va encore une fois nous parler de l'ALENA, le nouvel accord de l'échange, mais maintenant il va nous parler sur l'aspect des producteurs de fromage. Samuel, c'est quoi les termes de ce nouvel accord? C'est quoi les impacts? Bien, je me suis entretenu avec Mario Bergeron, le copropriétaire de la fromagerie Bergeron à Saint-Antoine-de-Thiers. C'est une compagnie qui vend des fromages un peu partout au Québec. Et lui mentionnait qu'à court terme, le nouvel accord de libre-échange nord-américain ne devrait pas affecter le marché du commerce de fromage au Québec. Les raisons sont fort simples, c'est que l'accord vient d'être négocié, donc les impacts vont plus se faire sentir d'ici 2 à 3 ans. En plus de ça, les règlements n'ont pas été complètement écrits, donc c'est difficile de prévoir à long terme quelles conséquences elles auront. Présentement, c'est plus l'AECG qui affecte le marché. Et c'est quoi cet AECG? L'AECG, c'est l'accord économique commercial global. Donc, autrement dit, c'est un accord de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne. Ça a été signé il y a 2 ans et présentement, on commence à en avoir les impacts. Et de quelle façon est-ce que cet AECG affecte le marché concrètement? Bien, ce qui arrive, c'est que l'AECG oblige les commerçants à avoir des quotas de fromage dans leur commerce. Et ces quotas-là envahissent de plus en plus les tablettes des supermarchés. Et ça, bien, c'est au détriment des producteurs locaux qui, eux, ont moins d'espace pour vendre leurs produits.
Et est-ce qu'il y a des changements dans le domaine du lait qui pourraient aussi affecter les producteurs laitiers, par exemple? Ou des trucs comme ça? Oui, effectivement, il y a l'abolition de la classe 7 qui va affecter les commerçants. La classe 7, c'est une classe de lait qui permettait d'abaisser le prix du lait diafiltré au pays. Et ça, c'était dans le but d'inciter les transformateurs et les producteurs locaux de choisir un produit canadien, et ça, à moindre coût. Fantastique. Et le lait diafiltré, qu'est-ce que c'est? Bien, le lait diafiltré, c'est un lait riche en protéines utilisé dans la fabrication des yogourts et des fromages. Les producteurs pouvaient donc acheter le lait diafiltré moins cher grâce à la classe 7 et ainsi faire des profits considérables. Mais là, avec l'abolition de cette classe, bien, ça va faire en sorte que les producteurs, bien, ils vont désormais pouvoir avoir à payer plus cher pour le lait diafiltré, puis ça, bien, c'est au détriment de leurs profits. Donc, c'est à se demander qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire. Est-ce que les commerçants vont vouloir aller ailleurs, comme aux États-Unis, pour acheter leur lait? Merci beaucoup, Samuel, pour nous avoir répondu à mes questions. Merci. Je voudrais remercier mon équipe de journalistes, Frédéric Gagnon, Alice Proulx, Rosemont Gagnon, Anne-Frédérique Pelletier et Samuel Bédard. Remercie aussi les gens qui nous ont écoutés et on se retrouve une prochaine fois sur le plateau.